Bon, bah, bienvenue à tous dans ce live. Je m'appelle Labib. Donc, l'idée aujourd'hui, comme vous le savez, dans quelques jours, il y aura vos épreuves de spécialité. Donc, l'idée, c'est de partir sur ce live-là sur deux parties. Donc, une première partie où je vais vraiment vous présenter les épreuves. Et ensuite, la deuxième partie, ce sera un échange de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas maintenant à poser vos questions et j'y répondrai dans une vingtaine de minutes. Donc, déjà, la première chose importante pour moi, je trouve, c'est de bien préparer son sac avant l'épreuve. Donc ne pas préparer le matin même, plutôt la veille avec, faut penser à la pièce d'identité, la convocation, avoir une trousse, d'accord, ne pas venir juste avec un stylo 4 couleurs, bien penser à la trousse avec le stylo qui marche, on les fait fonctionner avant, les surligneurs, la gomme, crayon papier et la règle. Pour la calculatrice, il faut veiller aussi à ce qu'elle soit bien chargée et penser à savoir faire comment la mettre en mode examen. C'est-à-dire que normalement, vous avez tous passé une épreuve blanche, donc un bac blanc soit en mars ou en avril, donc bien savoir la mettre en mode examen. Et aussi prévoir le trajet à l'avance. Donc ceux qui ont la chance d'y aller en voiture, ça va, mais ceux qui utilisent les transports, donc métro, tramway, bus, ne pas arriver à l'heure pile. Essayez par exemple de prendre le bus d'avant pour arriver à l'heure, à l'épreuve. Bien penser à s'aérer l'esprit le week-end qui va venir. Voilà, donc je sais que vous serez tenté de faire des exercices, de faire vos révisions et tout, mais il faut essayer de penser à ça. Et surtout, la veille de l'épreuve, dormir assez tôt. D'accord? Ne pas réviser vraiment à des heures tardives et tout. Enfin, vous pensez que ça va vous rassurer, mais en fait, au niveau de la mémorisation, ça ne sert pas à grand-chose. Voilà. Moi, ce que je vous conseille, c'est de lire vos fiches de révision, voilà, pour ceux qui les ont faites. Et pendant l'épreuve, bien s'hydrater. Donc, bien penser à prendre une bouteille d'eau avec vous, pas de soda, pas de boisson gazeuse, prendre des barres céréales ou alors des fruits, d'accord, mais pas de chips, voilà, non, ça je vous déconseille. Et aussi pendant l'épreuve, soit mettre votre téléphone en mode silencieux ou alors de l'éteindre. Ça, c'est ce que je vous conseille. Pour le temps, normalement, dans la salle, en fait, vous allez avoir une horloge. Donc, ne pas venir avec votre montre connectée. Donc, même en s'en rendant pas compte, voilà, et on a tous une montre connectée parfois. Et malheureusement, c'est interdit le jour de l'épreuve. Donc, bien penser à l'enlever et utiliser plutôt une montre analogique. Pour l'épreuve de mathématiques, généralement, bon, comme vous le savez, il y a 4 exercices. Les exercices sont sur 5 points généralement, ou alors certains à 6 et 4. Les 4 grands chapitres à réviser, pour moi, c'est la probabilité, les fonctions, donc ça peut tomber soit sur du logarithme népérien, soit sur de l'exponentielle, la géométrie dans l'espace et les suites. Voilà. Donc parfois, il y a des exercices qui mélangent un peu certaines notions, par exemple les fonctions avec les suites, ou voilà. C'est vraiment ces 4 chapitres-là qu'il faut vraiment réviser. Et peut-être que vous allez avoir très certainement des exercices ou une petite question sur Python. Donc faut pas vraiment savoir le rentrer, il faut plutôt savoir le lire, d'accord? Donc on essaie de faire des exercices sur Python. Et pour moi, je pense qu'il y aura peut-être un exercice soit sur les intégrales, soit sur les équations différentielles. Voilà, donc je pense qu'il faut regarder ça aussi. Pendant l'épreuve, bien soigner sa présentation, d'accord? Donc, comme j'ai l'habitude de dire à mes élèves, on met le correcteur dans sa poche. Donc, on essaie de bien écrire, de bien souligner, voilà, de bien noter l'exercice. Vous pouvez commencer par l'exercice que vous voulez. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de commencer par un chapitre qui vous plaît. Donc, par exemple, si vous êtes à l'aise avec les probabilités, commencez avec l'exercice des probabilités, même si ce n'est pas l'exercice 1. Parce que bien souvent, en fait, les élèves, des fois, ils commencent dans l'ordre, en fait, exercice 1, exercice 2, etc. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de commencer par l'exercice que vous aimez, parce que déjà, ça va vous rassurer. Voilà, vous allez vous dire, ah, je sais des choses, parce que vous savez de toute façon toujours des choses. Et ensuite, utiliser du brouillon. Voilà, donc bien poser ses idées avant de le mettre sur le papier. Vous avez 4 heures d'épreuve. Donc vraiment, vous avez vraiment le temps de bien vous poser et surtout de gérer son temps. D'accord? Donc c'est-à-dire, généralement, on essaie de passer 1 heure par exercice. Après, les probabilités,
ça prend un peu moins de temps. Vous allez avoir des exercices, par exemple, c'est des QCM. Donc les QCM, ça prend toujours un peu moins de temps que des exercices un peu complexes sur les fonctions, etc. Bien lire le sujet. Donc quand je dis bien lire le sujet, c'est par exemple sur la partie QCM, on va vous demander parfois de ne pas justifier, ou alors parfois de justifier, ou alors parfois une seule réponse est possible. Donc si vous hésitez entre deux, ça ne sert à rien de mettre les deux réponses, parce qu'il n'y en a qu'une seule de bonne. Ne pas bloquer sur une question, voilà, essayez d'avancer, vous laissez un petit blanc sur votre copie, vous avancez, et après vous notez sur votre copie en disant bah, je vais peut-être revenir si j'ai le temps sur cette question-là. Mais vraiment, vraiment, ne pas rester bloqué. Après, il y a des petites questions où, par exemple, ça commence par montrer que, et en fait, on vous donne la réponse. Donc ça, c'est bien parce qu'on attend de vous cette réponse-là. Par exemple, sur la géométrie dans l'espace, il y a bien souvent montré que l'équation cartésienne de ce plan-là, c'est, et on vous donne l'équation cartésienne. Donc, vous faites votre exercice et vous devez arriver à ce résultat-là. Et sur la question montrer que, vous allez de toute façon utiliser cette réponse-là. Donc, c'est-à-dire que la question d'après, bien souvent, il faut utiliser la réponse qu'on vous donne. D'accord ? Il faut vous dire que si on me donne la réponse, c'est pas pour rien, il va falloir que je l'utilise après. Donc, c'est toujours des petits trucs, des petites astuces pour avoir quelques points supplémentaires. Il y a le petit mot aussi en déduire. Donc, je sais que les élèves, ils y prêtent pas attention, mais en déduire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire de regarder ce que vous avez fait à la question d'avant. Voilà. C'est ce que je dis parfois à mes élèves, c'est que l'exercice, par exemple, c'était 3A, 3B, en déduire que, bah, il faut regarder la question d'avant. C'est un peu comme les séries. Quand vous regardez, voilà, vous avez l'épisode 1, l'épisode 2, l'épisode 3. L'épisode 4, vous ne savez pas ce qui se passe, vous allez naturellement regarder l'épisode 3 ou voir le résumé de l'épisode 3. Donc c'est à peu près pareil, c'est la même chose. Gérer son temps, donc comme je l'ai dit, vraiment, prenez votre temps, faites exercice par exercice. Et après, prendre du recul et bien s'organiser. D'accord ? Donc, c'est-à-dire, je rentre dans mon exercice, je vois que je suis bloqué, hop, je prends quelques petites minutes, je regarde le sujet, je reprends les petites questions avant, voilà, si vraiment je suis bien dans les temps et tout. Et après, je n'hésite pas aussi à me relire. Ça, c'est hyper, hyper important. Il faut se relire. Reprendre l'exercice depuis le début, bien lire. Est-ce qu'on a noté la réponse ? On souligne la réponse ou on la surligne. Donc voilà. Ensuite, rester durant toute l'épreuve. Ça, c'est vraiment, vraiment ce que je vous conseille. C'est vraiment de rester les 4 heures et de pas, au bout d'une heure ou deux, se dire bah voilà, j'ai fini, je m'en vais. Non, il faut vous dire que c'est une épreuve importante, le coefficient est important. Donc, il y a toujours des questions où on peut essayer de répondre. Voilà, ça, c'est ce que je vous conseille. Et la chose aussi principale, c'est de bien rester motivé et de rester optimiste. Voilà, de se dire que vous savez des choses, vous allez réussir et que la note du DNB blanc, ou du bac blanc plutôt, ne reflète pas votre vraie épreuve. D'accord ? Donc c'est-à-dire que par exemple, si vous avez une note un peu moyenne ou une note un peu basse au bac blanc, il ne faut pas vous dire ah bah ça y est, c'est perdu. Non, 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 c'est une autre épreuve, c'est une nouvelle épreuve, on recommence à zéro. Et vraiment se mettre sur la copie le plus d'informations possible, bien mettre les formules que vous connaissez, bien faire des phrases, ne pas mettre juste la réponse. Donc voilà, c'est ce que je vous conseille. N'hésitez pas à mettre des questions en commentaire, voilà, et après j'y répondrai. Alors, au niveau des questions, alors est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas hein, dans le chat, si vous avez quelques questions. Alors, donc j'ai une question de taux. Plusieurs plans restent possibles si ça reflète les mêmes idées pour être sûr. Alors, c'est-à-dire, alors on pourrait revoir le théorème des valeurs intermédiaires. Alors j'ai une question voilà, de Bory, donc pour le théorème des valeurs intermédiaires. Alors le théorème des valeurs intermédiaires, l'idée c'est quoi? L'idée c'est qu'on va vous donner une certaine fonction au départ. Donc la fonction c'est quoi? Vous l'avez, il faudra très certainement la dériver. Donc vous allez la dériver. Une fois que vous avez dérivé votre fonction, vous étudiez le signe. Le signe de la dérivée va vous donner les variations de la fonction. Donc si la dérivée est positive,
vous allez avoir une fonction qui va être croissante. Si vous avez une dérivée qui va être négative, vous allez avoir une fonction qui va être décroissante. Le théorème des valeurs intermédiaires, il faut 3 choses. Il faut d'abord dire que la fonction elle est dérivable, donc continue, puisque la continuité est importante. Ensuite, il faut indiquer la stricte monotonie de la fonction, donc soit elle est strictement croissante, soit elle est strictement décroissante. Et généralement, le théorème des valeurs intermédiaires, c'est dans la question, on va dire, on admet que f de alpha égale à 0, admet une unique solution. Donc dès que vous avez ça là, une unique solution, il faut penser au TVI. Donc d'abord on dit qu'elle est dérivable et continue. La deuxième chose, on a dit qu'il fallait donner la stricte monotonie, donc strictement croissant, strictement décroissant. Et le troisième point, c'est est-ce que le 0, il est sur l'intervalle de f. Donc par exemple, je ne sais pas moi, on va prendre une fonction, voilà, on va dire qu'elle est positive sur un certain intervalle, donc forcément croissante. Vous allez calculer par exemple la limite, vous allez trouver moins l'infini, et vous allez calculer une valeur et vous allez trouver 2. Et on vous demande, est-ce que sur cet intervalle-là, vous avez votre fonction qui passe par 0 ? Bah oui, puisque le 0, il est bien compris entre moins l'infini et 2. Donc ça fait les trois conditions pour appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. Vous citez le théorème, et ensuite, après, il faut utiliser la calculatrice pour trouver le alpha. Voilà. Donc là, il faut faire le pas. Par exemple, on va faire entre 1 et 2. Ensuite, on va affiner le pas. On va faire des pas de 0, 1. Donc, on va se mettre entre 1,4 et 1,5. Puis après, on va faire un pas de 0, 0, 1, etc., etc. Alors, j'ai pris maths complémentaire. Alors, j'ai une question de taux. J'ai pris une maths complémentaire pour l'année prochaine. Est-ce que c'est différent de la maths spé? Alors oui, donc c'est un peu différent. Donc vous avez maths complémentaire, maths spé et maths experte. Donc ça, c'est pour ceux qui sont en première cette année. Donc oui, c'est un peu différent. Voilà, les maths expertes, on utilise des nouvelles notions, par exemple les nombres complexes, enfin vraiment être très pointu au niveau des maths. Et la maths spécialité, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, donc c'est le live d'aujourd'hui, principalement, avec la probabilité, la géométrie dans l'espace, les fonctions et les suites. Alors, j'ai une question sur le dénombrement. Alors, j'ai beaucoup d'élèves qui me posent cette question-là. Pour moi, le dénombrement, ça ne va pas porter sur un exercice complet. Ça peut être soit, généralement, c'est la question sur un QCM. Voilà, donc un QCM, on va vous poser les questions du dénombrement. Donc là, il faut vraiment reprendre le chapitre du dénombrement et revoir les formules. Ce que je vous conseille aussi, vivement, c'est que là, donc vous le trouvez assez facilement sur Internet. En fait, il y a les sujets du bac sur les... donc vous avez Centre étranger, Amérique du Nord et Asie qui sont tombés. Donc jour 1, jour 2. Donc ce que je vous conseille, c'est vraiment de les faire, de prendre le temps vraiment de faire les exercices. Vous verrez que en fait, ces sujets-là, ils se ressemblent quasiment. Voilà, vous avez toujours, comme je vous ai dit, fonction, suite, proba, géométrie dans l'espace. Et ça va vous permettre en fait de vous aider à préparer au mieux les épreuves que vous allez avoir la semaine prochaine. Voilà, donc je vous conseille de les faire. Et de ne pas regarder la correction. Parce que je sais que les élèves, en fait, ils regardent juste la correction et ils se disent « Ah bah oui, c'est facile ». Alors, en regardant la correction, en fait, les élèves, ils pensent toujours que c'est facile. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire le sujet, de bien prendre le temps de le faire, et ensuite, après, de regarder la correction. Voilà, ça, c'est ce que je vous conseille de faire. Alors, hop. Alors, j'ai une question de Sacha, de Lise, pardon. Donc, comment donner l'équation cartésienne d'un plan? Je ne sais plus comment trouver. Alors, l'équation cartésienne d'un plan. Donc, habituellement, on va vous donner une figure géométrique. Normalement, c'est un cube. Après, parfois, ça peut être un pavé droit. Donc, voilà, c'est une figure un peu rectangulaire. On va vous demander d'abord de déterminer les coordonnées des points. Donc là, il faut bien se repérer, il faut bien connaître en fait l'origine. Donc, généralement, l'origine, en fait, c'est le point A. Et on va vous donner 3 vecteurs. Le vecteur AB, le vecteur AC, le vecteur AE, par exemple. Et donc, il faut déjà se positionner dans le cube pour avoir les coordonnées. Une fois que vous avez les coordonnées des points, il faut montrer
un vecteur normal du plan. Donc pour avoir le vecteur normal, il faut trouver deux vecteurs non collinéaires et faire le produit scalaire. Donc généralement, vous allez avoir une question, c'est vérifier que le vecteur n est normal au plan. Donc là, vous prenez le plan il s'appelle ABC par exemple. Vous avez calculé les coordonnées du vecteur sur deux plans, de deux vecteurs, AB, AC ou alors BC. Il faut juste qu'ils ne soient pas collinéaires, et une fois qu'ils ne sont pas collinéaires, vous faites le produit scalaire avec le vecteur normal. Vous vérifiez normalement que le résultat fait 0, ça prouve que le vecteur normal, le vecteur il est normal au plan. Une fois que vous avez le vecteur normal, vous devez connaître l'équation cartésienne du plan. Alors l'équation cartésienne du plan, c'est AX plus BY plus CZ plus D égale à 0. Les coordonnées A, B, C, ce sont des valeurs, et ce sont les valeurs en fait du vecteur normal. Donc là, vous remplacez ABC par les coordonnées du vecteur normal, et après vous choisissez un point du plan. Donc si le plan il s'appelle ABC, vous prenez soit les coordonnées de A, soit les coordonnées de B, soit les coordonnées de C. Vous remplacez ces coordonnées au niveau du X, du Y et du Z, et en faisant ça, ça va vous donner D. Et une fois que vous faites, vous allez faire une équation du premier degré, vous allez tout passer de l'autre côté pour avoir D. Et vous allez avoir l'équation cartésienne complète. Une fois que vous avez l'équation cartésienne complète, généralement, on va vous demander après de donner la représentation paramétrique d'une droite. Alors, la représentation paramétrique d'une droite, pareil, il faut déjà calculer les coordonnées du vecteur directeur de cette droite-là. Donc si par exemple on vous demande de donner la représentation paramétrique de la droite AB, eh ben, je vais calculer le vecteur AB. Ça va me donner une coordonnée en X, une coordonnée en Y, une coordonnée en Z, et je vais avoir A, B et C. Donc la représentation paramétrique, c'est AT plus X0, BT plus Y0, CT plus Z0. A, B, C, ce sont les coordonnées du vecteur directeur, et X0, Y0 et Z0, ce sont les coordonnées d'un point de la droite. Donc si la droite, elle s'appelle AB, ce sera soit les coordonnées du point A, soit les coordonnées du point B. Vous avez le droit de choisir, ça va donner le même résultat. Une fois que vous avez fait ça, on va vous demander parfois l'intersection entre la droite et le plan. Donc là, il faut reprendre les coordonnées de la droite, en s'aidant de la représentation paramétrique, et l'inclure dans l'équation cartésienne. En faisant ça, vous allez trouver le t, et une fois qu'on a le t, on le réinjecte dans la représentation paramétrique, pour avoir les coordonnées du point d'intersection, puisque, comme vous le savez, l'intersection entre un plan et une droite donne un point. Donc ça, je vous conseille vraiment de faire les annales en fait, qui sont tombées là cette année, parce que vous verrez que vous allez avoir tout le temps la même démarche, la même dynamique. Voilà, la géométrie dans l'espace, c'est vraiment... ça paraît compliqué, mais les exercices se ressemblent. Donc je vous conseille de regarder ça. Alors... Donc, Sacha, alors oui, alors je suis prof de quoi? Alors moi, je suis prof de mathématiques et de physique-chimie. Alors... J'ai une question de Adri. Alors, serait-il possible de voir rapidement la loi des grands nombres variables aléatoires? Merci d'avance. Donc, ça, c'est sur la partie des... Donc, sur le chapitre des probabilités. Je te conseille de regarder la formule de l'espérance. Voilà. Et surtout de la somme des variables aléatoires. Donc, pour bien reprendre la formule de l'espérance, de la loi de probabilité. Donc, la loi de probabilité, c'est en fait, on va... En fait, c'est un tableau avec une première ligne, toutes les valeurs que peuvent prendre x, et sur une deuxième ligne, toutes les valeurs de probabilité. Je vous donne un exemple. On va prendre le cas d'un jeu. Si on gratte le ticket, donc le ticket il coûte 2 €, on peut gagner par exemple soit 10 €, soit 20 €, soit rien du tout. Quelles sont les valeurs que peuvent prendre x? X, il peut prendre la valeur moins 2. Parce que si on achète le ticket et qu'il est perdant, en fait, on perd 2 €. Et bien souvent, en fait, les élèves, ils disent, on a perdu, on a 0. Et non, la valeur, c'est moins 2. X, ça peut être aussi... Donc, si on gagne 10 €, en réalité, on ne gagne pas 10, on gagne que 8.
puisqu'on a payé le ticket 2 euros. Voilà, donc il faut faire attention, il faut retrancher la mise. Donc vous allez avoir les valeurs de x sur la première ligne, et ensuite, en fonction du sujet, vous allez mettre la probabilité de perdre ou de gagner. Et voilà, donc après l'espérance, par exemple dans ce cas de figure-là, là, quand vous êtes sur une loi de probabilité, l'espérance c'est, je vais multiplier la valeur de x avec la probabilité, et je vais faire ça à chaque fois. Ça va me donner l'espérance. L'espérance, il faut associer ça à la valeur moyenne. D'accord? Donc là, par exemple, dans ce cas, c'est le gain moyen. Je te conseille aussi de regarder la formule de la variance, okay, qui parfois n'est pas donnée, bien souvent. Voilà, c'est un attendu de l'élève, en fait, on considère que l'élève connaît cette formule-là. Et à partir de la variance, tu peux avoir l'écart type, sachant que l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Voilà. Et après, donc pareil, je te conseille aussi d'aller regarder ton cours sur la partie en fait, où tu vas additionner les sommes de variables aléatoires. Voilà. C'est vraiment... Mais pareil, ça va être soit sur la fin d'un exercice, soit une question. T'attends pas à avoir vraiment un exercice complet sur la loi des grands nombres. Sur la probabilité, ce qu'il faut savoir, c'est faire un arbre de probabilité, voilà, donc avec les branches, et la loi binomiale. Donc je rappelle ce que c'est qu'une loi binomiale. Il faut qu'il y ait les événements, ils doivent être indépendants et aléatoires. Et il faut avoir un succès et un échec. Voilà, la loi binomiale, je vous conseille vraiment de la voir parce que ça tombe assez souvent. Alors, ah oui, alors Zara, j'ai une question de Zara qui me dit, alors comment, bonjour, donc pouvez-vous m'expliquer les fonctions s'il vous plaît? Alors, t'expliquer les fonctions comme ça va être très très compliqué, mais en tout cas, voilà, donc sur la partie fonction, je te conseille de revoir la fonction logarithme et la fonction exponentielle. Donc la fonction exponentielle, normalement, c'est au programme de première, donc tu l'as retravaillé normalement cette année en terminale, et la fonction ln, c'est au programme de terminale. Bien connaître les dérivés. Hyper important, voilà, de savoir dériver une fonction ln ou une fonction exponentielle. Parce qu'en fait, l'exercice commence généralement comme ça. On vous demande de dériver et on vous demande de calculer une limite. Alors, je vous conseille aussi de connaître la limite de la fonction exponentielle et la fonction de la limite, enfin la limite de la fonction ln. Pareil. Donc, si on prend le cas de la fonction exponentielle, comme vous le savez, hein, donc quand ça tend vers plus l'infini, ça fait plus l'infini. Quand ça tend vers moins l'infini, ça fait 0. Pour la fonction ln, elle n'est pas définie sur moins l'infini plus l'infini. Elle est définie sur 0 plus l'infini. On ne peut pas mettre un nombre négatif dans la fonction ln. Voilà, donc c'est vraiment les limites à connaître. Les asymptotes. Donc les asymptotes, c'est la question en fait qu'on va vous poser, ça va être donner une interprétation graphique. Donc ça, c'est vraiment ce que je vous conseille, c'est interprétation graphique. Quand vous avez ça, ça veut dire asymptote. Ça peut être soit une asymptote horizontale, auquel cas vous aurez une droite horizontale d'équation y égale un chiffre, ou alors une asymptote verticale d'équation x égale un chiffre. Donc pareil, je vous conseille de regarder la fonction, enfin la partie asymptote. Donc asymptote, limite et dérivée. Et comme je vous ai dit en fait en début de live, il y a très certainement, enfin il y a une grande possibilité que vous tombiez sur les intégrales. Donc les intégrales, il faut savoir comment on fait une intégrale. Donc là, ce que je vous conseille, c'est de vous entraîner sur les primitives. Donc les primitives, c'est quoi? C'est l'inverse de la dérivée. En fait, vous partez d'une fonction. Il faut essayer de retrouver une fonction qu'on appelle primitive. Et en la dérivant, on va retomber sur nos pattes avec notre fonction. Voilà, donc ça, c'est vraiment de l'entraînement. Et sur la partie intégrale, vous allez très certainement avoir l'intégration par partie. D'accord? Donc l'intégration par partie, il faut connaître la formule. Donc c'est l'intégrale de u'v qui va être égale à uv entre crochets moins l'intégrale de uv'. Voilà, donc cette formule-là, pareil, c'est à connaître, puisque si vous ne connaissez pas cette formule-là, bah, vous serez malheureusement incapable de faire la partie sur les intégrations par partie. Si vous faites les sujets de cette année, vous verrez, il y a un exercice qui est tombé sur ça. On vous demandait de faire une intégration par partie de 2 manières différentes. Voilà, donc je vous conseille de faire cet exercice-là pour vous entraîner.
Alors, hop. Alors, oui, donc Sacha répondait à Bory, voilà, donc il faut connaître les formules. C'est ce qu'ils attendent de nous. Donc oui, effectivement, voilà, il ne faut pas vous attendre à ce qu'on vous donne les formules. Donc il n'y a pas beaucoup de formules à connaître, mais voilà, par exemple, dérivés, voilà, il faut que vous connaissiez les formules des dérivés, euh, les limites, les suites. Alors les suites, j'en ai pas trop parlé, mais là, on peut le faire maintenant. Euh, les suites, je vous conseille de travailler les suites géométriques, donc de montrer qu'une suite est géométrique. Voilà, parce qu'il y a des exercices types comme ça, où vous allez avoir en fait une démonstration, donc qui est assez récurrente, en fait c'est toujours la même chose, sur les suites. Voilà. Le raisonnement par récurrence, donc je vous rappelle, là je vais faire un petit point sur le raisonnement par récurrence. Il y a deux étapes, enfin trois étapes. Une première étape où vous allez faire l'initialisation. Donc on va montrer que la propriété est vraie au rang 0 généralement. Voilà, donc en fait vous remplacez votre n par 0 pour voir si ça marche. L'hérédité, alors je vous conseille vraiment de bien rédiger, donc l'hérédité, hein. Au début on part de l'hypothèse de récurrence, donc l'hypothèse de récurrence c'est ce qu'on nous donne dans le texte, et ensuite le but c'est d'amener cette relation-là au rang supérieur. Donc par exemple on va transformer les n en n plus 1. Donc pour ça, il faut s'aider de la suite qu'on vous donne dans le sujet. Et généralement, par exemple, soit on utilise une fonction en disant qu'elle est croissante ou décroissante, donc on mettra f à chaque fois, ou alors on va vous demander de multiplier par une valeur et d'ajouter une valeur. Voilà, généralement c'est ça, et vous retrouvez en fait votre expression au rang d'après, c'est-à-dire au rang n plus 1. Et en fait, vous finissez après par la conclusion. Donc je répète, initialisation, hérédité et conclusion. Alors... Ah. Alors j'ai une question de mai. Alors est-ce qu'il y a des chances que Bigné-Tchebychev tombe sur un exercice entier? Alors non. Donc ça c'est... Je ne pense pas. Parce que en fait cette partie du programme, c'est une sous-partie en fait de la probabilité. Voilà. Donc ça peut être par exemple, on va prendre un exercice type de probabilité. Tu peux avoir par exemple trois parties. Une première partie où tu vas faire un arbre, une deuxième partie où tu vas utiliser la loi binomiale, et une troisième partie où tu vas utiliser soit ce théorème-là, soit la loi des grands nombres. Voilà. Donc c'est important de réviser ça, mais t'attarde pas trop. Voilà. L'idée c'est vraiment de faire quelques petits exercices, mais voilà, ce sera peut-être une question sur un sujet entier. Voilà. Donc faut pas le négliger, hein, faut le retravailler. Mais voilà, ne perds pas trop ton temps à rester sur cette notion-là. Alors, théorème du point fixe. Oui, donc c'est une question de Bory, donc théorème du point fixe. Donc tu peux avoir soit théorème du point fixe, soit théorème d'encadrement, soit théorème des gendarmes, soit le théorème de comparaison. Donc tous ces théorèmes-là, je vous conseille de les revoir parce que effectivement, il y a de grandes chances que ça tombe. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Quand vous allez forcément calculer une limite, ça c'est dans un sujet de bac, c'est sûr que vous allez calculer une limite. Vous allez très certainement utiliser soit le théorème de comparaison, soit le théorème des gendarmes. Alors, je vous donne une petite astuce. Si vous avez une fonction qui mêle sinus et cosinus, voilà, donc vous avez de la trigonométrie, il faut partir du principe que le cosinus, il est toujours compris entre moins 1 et 1. Voilà. Et ensuite, une fois que vous avez dit ça, vous pouvez retrouver votre fonction au milieu. Parce que, en fait, la clé, c'est vraiment de partir de la fonction cosinus, sinus ou moins 1 puissance n, ce qui est assez rare, mais c'est plutôt cosinus et sinus, et de dire qu'elle est comprise entre moins 1 et 1. Voilà. Et ensuite, de dérouler. Et à la fin, normalement, vous allez avoir une limite à gauche, une limite à droite. Vous faites la limite à gauche, la limite à droite. Si vous trouvez des nombres, je ne sais pas, moi, par exemple, vous faites la limite à gauche, vous trouvez 1, vous faites la limite à droite, vous trouvez 1, bon, bah, ça veut dire que là, vous allez utiliser le théorème des gendarmes. Si vous utilisez
la limite et que vous trouvez un infini, là c'est le théorème de comparaison. Donc savoir est-ce que votre suite ou votre fonction, elle est plus grande que plus l'infini, et auquel cas ça tendra vers plus l'infini, ou alors c'est plus petit que moins l'infini. Voilà, si c'est plus petit que moins l'infini, forcément ça va tendre vers moins l'infini. Pensez à bien rédiger, mettez bien limite. Alors le n qui tend vers, ou alors le x qui tend vers, voilà, faut penser à bien rédiger. Et aussi, voilà, donc vraiment sur la partie fonction, les limites, c'est très important. Et comme je vous ai dit dans le live, en fait, les limites des fonctions usuelles qu'on dit, donc la fonction logarithme népérien et la fonction exponentielle. Pour les limites, il faut connaître les 4 formes indéterminées. Donc je vous rappelle, les formes indéterminées, c'est soit 0 sur 0, soit infini sur infini, soit 0 fois l'infini, ou alors infini moins infini. Si vous tombez sur une des 4 formes indéterminées, il faut lever l'indétermination. Donc pour lever l'indétermination, il y a 2 possibilités. Soit on factorise en haut et en bas par exemple n carré, n cube et tout ça, donc le plus grand degré. Ou alors, vous allez utiliser le théorème de comparaison. Qu'est-ce que c'est que le théorème de comparaison? Le théorème de comparaison, c'est assez simple. C'est de classer les fonctions entre elles. Donc, quelle est la plus forte fonction? La plus forte fonction, c'est l'exponentielle. Et de se dire, bon voilà, l'exponentielle, elle est imbattable. C'est elle qui va prédominer au niveau des limites. Voilà, donc je vais me concentrer sur elle. Ensuite vient les fonctions x puissance n, donc ça peut être x seul, x carré, x au cube, ou alors 1 sur x au carré, donc ça c'est l'intermédiaire. Et ensuite la plus basse, ça va être ln. Je vais prendre un exemple. Si je prends par exemple e de x sur x, je vais faire la limite de e de x en plus l'infini, je vais trouver plus l'infini. Je vais faire la limite de x en bas, je vais trouver plus l'infini. Infini sur infini, ça fait une forme indéterminée. Sauf qu'avec le théorème de comparaison, si on compare les fonctions, exponentielle de x étant plus forte, et la limite de e de x sur x, quand x tend vers plus l'infini, ça va donner plus l'infini. Voilà. Et inversement, si on a x sur e de x, et là, ça va tendre vers 0. Voilà. C'est des petits trucs à connaître et savoir vraiment quand vous allez faire les limites, les 4 formes à déterminer. Une fois qu'on a les 4, là, on peut se débrouiller. Alors, est-ce que j'ai une autre question? Ouais. Alors, tac. Oui, c'est ça. Donc, Lise, jamais entendu. Donc, oui, c'est dans les limites. Voilà, je t'invite à reprendre la partie fonction et de revoir tout ce qui est limite. Après, voilà, vraiment, l'idée aussi, c'est de ne pas vous stresser. Vraiment, c'est vraiment la clé du succès, de ne pas vous stresser. Vous savez des choses. Voilà, ne pas vous dire « Oh, je sais rien, comment je vais gérer mon stress ?» Vraiment, tranquille, vous allez réussir, ça c'est sûr et certain. Bien commencer les exercices comme je vous ai dit. Et surtout, s'entraîner sur des sujets qui sont tombés cette année. Voilà, les sujets de 2024. Donc, vous en avez en plus jour 1, jour 2. C'est ce que vous allez avoir cette semaine avec vos spécialités. Donc, bien faire les jours 1 et jour 2. Donc, vous avez les sujets d'Asie là, qui sont tombés il y a quelques jours. Les sujets centres étrangers et les sujets d'Amérique du Nord. Voilà, avec jour 1, jour 2. Et vous regarderez, en fait, tous les sujets, c'est vraiment la même structure, la même façon de faire. Vous allez avoir un exercice sur les probabilités, un exercice sur la géométrie dans l'espace, un exercice sur la fonction et un exercice sur les suites. Alors j'ai une question de 6. Faut-il connaître les formules des aires et des volumes? Alors ça, c'est une très bonne question. Parce que suivant les sujets, en fait, le volume de la pyramide, qui est souvent, en fait, c'est vraiment la question type à la fin, là, sur la partie géométrie dans l'espace. En fait, ça dépend des sujets. Des fois, elle est donnée, des fois, elle n'est pas donnée. Donc, dans le doute, moi, je vous conseille de la prendre. Alors, je vous la redonne. Hein. C'est le volume, c'est égal à 1 tiers fois l'aire de la base
alors la base, généralement, c'est un triangle, fois la hauteur. Donc je répète encore une fois pour le volume de la pyramide. Donc peut-être vous le notez ici. Donc volume, donc 1/3 de l'aire de la base, okay, fois la hauteur. Et l'aire de la base, hop, ça va être donc base fois hauteur divisé par 2. Voilà. Donc vraiment, c'est ces deux formules-là à connaître. Voilà. Donc 1/3 fois l'aire de la base. Donc l'aire de la base, c'est un triangle, fois la hauteur. Et je vous remets l'aire de la base, donc l'aire du triangle en bas. Donc c'est base fois hauteur divisé par 2. Voilà. Donc 6, je te conseille de connaître ces deux formules-là. Alors oui. Alors c'est ça pour les... Alors j'ai une question de... Alors j'ai pas une question, mais vraiment... Enfin une affirmation. Donc c'est ça pour les limites... Genre je sais pas comment t'expliquer. Oui, alors je vais peut-être vous faire un petit rappel sur les limites. Donc les 4 formes indéterminées. Alors vous avez donc infini sur infini. Voilà, 0 sur 0. 0 fois l'infini. Et infini moins infini. Hop, je vous le mets là. Alors 0 sur 0. 0 fois l'infini. Et infini moins infini. Hop. Donc ça, c'est les formes indéterminées. D'accord ? Si vous tombez sur un de ces 4 figures-là, eh ben, il faut ce qu'on appelle lever l'indétermination. Donc lever l'indétermination, c'est soit on va factoriser, ou alors, comme je vous ai dit, on va classer les fonctions entre elles, donc à savoir l'exponentielle d'abord, puis après la fonction x, et après la fonction ln de x. Alors merci à tous pour ce live. N'hésitez pas à vous abonner sur le compte d'Academia. Et puis je vous souhaite vraiment bon courage pour la suite. Surtout ne stressez pas, révisez bien et bon courage.